2 thèmes. Aujourd'hui, ce sera l'éducation et la transition écologique. Les deux d'ailleurs étant un peu liés, puisqu'il va falloir aussi éduquer à la transition écologique. L'idée étant qu'on est ici pour échanger, répondre à des questions que vous posez, mais aussi entendre vos propositions et vos solutions pour construire un beau projet pour notre ville que nous aimons. Pourquoi je suis là devant vous ce soir ? Parce que je suis suresnois depuis 15 ans. C'est une ville que j'ai choisie pour au moins 3 raisons. D'abord, son esprit village, sa mixité, sa simplicité de vie, mais c'est aussi la proximité de Paris qui fait que nous avons la chance d'habiter à 10 minutes de Paris. Et ça, c'est aussi un atout formidable pour pouvoir soit y travailler, soit s'y rendre pour profiter de cette très belle capitale. Je me suis toujours investi dans la vie locale. Christian Dupuis m'a fait confiance pendant 2 mandats. D'abord comme président du CCQ ici de ce quartier, puis comme adjoint aux finances que je sers. À la fois, j'ai servi tout au long de ma carrière, à la fois l'État, mais aussi les collectivités locales, puisque j'ai eu la chance d'être directeur général de 2 collectivités, une en Savoie, toujours la montagne, et l'autre en Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà, donc j'ai eu la chance de découvrir de l'intérieur comment fonctionne une collectivité et la relation aux élus. On part avec un bon bilan, vous le vivez au quotidien, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas perfectible sur certains aspects. Mais c'est aussi répondre à des défis importants qui sont ceux, on va en parler tout à l'heure, de la transition écologique, qui nous concerne tous, et qui ne doit pas être une transition punitive, mais une transition accompagnée. C'est aussi l'éducation, c'est le 2e thème de notre soirée, c'est celui de l'urbanisme. On en a parlé le 7 novembre pour ceux qui étaient là déjà. On doit freiner et maîtriser cette urbanisation qui s'est beaucoup accélérée ces dernières années. Et puis c'est la question, évidemment, l'attention permanente. Ça, c'est un défi renouvelé. On pense à nos aînés. On est une société qui est en train de vivre une transition démographique. Elle se traduit aussi ici à Suresnes. Et donc il faut penser aussi l'adaptation de la ville. L'activité économique est un enjeu important. Parce que c'est le gage d'emploi ici à Suresnes. On a 27 000 emplois, il faut les garder, il faut les développer. Et puis c'est le gage aussi de l'activité économique, commerciale, ici à Suresnes, de pouvoir préserver nos commerces. Ils vivent pas simplement le soir et le week-end, ils vivent aussi en semaine. Et pour vivre en semaine, il faut des gens qui travaillent et qui vont y faire leurs courses. Enfin, je voudrais parler du défi de la sécurité et de la tranquillité. Alors, sachez que c'est une attention de tous les jours, à la fois faite de prévention, mais aussi de sanctions quand il le faut, pour que les incivilités, les petits trafics ou les plus grands ne puissent pas s'enraciner ici dans Suresnes, au détriment des populations et malheureusement au détriment de leurs auteurs eux-mêmes. Voilà, je voulais enfin terminer, avant que nous rentrions vraiment dans la thématique de notre soirée, vous dire que moi je m'engage avec un certain nombre de principes et de valeurs que je veux défendre pendant cette campagne et ensuite défendre si les électeurs nous font confiance dans la gestion de la ville. C'est l'exemplarité et la justice. L'exemplarité à travers la transparence. Et donc il faut qu'on pense aussi, qu'on revoie, qu'on révise tous les processus qu'on a pu mettre en œuvre pour bien s'assurer que pour les Surinois, il n'y a pas l'ombre d'un doute que nous avons des processus d'attribution, d'accès aux services qui soient les plus transparents possibles. Et ça, moi, je souhaite vraiment que vous puissiez faire confiance à une équipe qui se sera engagée personnellement sur ces sujets d'éthique et d'honnêteté et d'intégrité, c'est-à-dire qu'on leur demandera de signer une charte d'absence de conflit d'intérêts. Ça, c'est important parce qu'il en va de la confiance aujourd'hui des citoyens dans leurs élus, à commencer par les élus les plus proches. Et donc, on a montré vraiment l'exemple à la base. Proximité, ça veut dire qu'il faut une équipe qui sera sur le terrain. Et ça, je pense que, voilà, moi, je souhaite que nous ayons, par exemple, une permanence installée sur les marchés, samedi et dimanche, et vous pourrez rencontrer vos élus, c'est important. Et puis la deuxième chose, c'est la réactivité, c'est-à-dire que trop souvent, pris par des tas de choses, parfois on ne répond pas aux demandes, aux lettres, aux courriers, aux appels téléphoniques. Ce qui est important, c'est d'avoir une réponse argumentée, expliquée, pour expliquer voilà, pourquoi c'est pas possible. Ou alors, au contraire, bonne nouvelle, c'est possible, et on peut répondre favorablement. On essaie de s'y efforcer le plupart du temps, parce que bon, une ville qui dit non tout le temps, elle ne fait pas complètement son boulot à la fin. Et puis, avant-dernier engagement que je souhaite prendre, c'est celui du professionnalisme. Une mairie, c'est une grosse entreprise de service public. C'est 180 millions d'euros de budget. C'est un peu plus de 1000 agents. C'est du matériel, c'est de l'investissement, c'est des écoles, des équipements sportifs. Et tout ça, ça se gère avec beaucoup de sérieux, de rigueur,
Sérieux et rigueur parce que ce sont des bâtiments, des services qui sont mis à la disposition du public. Il y a des gens qui programment, qui font gaffe, que les travaux sont bien faits, etc. et que c'est fait honnêtement au meilleur prix. Et c'est également la rigueur de la gestion d'une ville. Une ville, si aujourd'hui on a réussi à ne pas augmenter les impôts depuis 7 ans et à réduire la dette de 35%, c'est que on gère en bon père de famille cette ville. En tout cas, on essaye, et je souhaite d'ailleurs en remercier les élus ici présents et aussi tous les services qui ont joué le jeu. Sans dégrader le service public, on a réussi à maintenir un bon niveau. On a un budget de 180 millions d'euros. C'est un très, très gros budget. On dépense 130 millions d'euros de fonctionnement et 50 millions d'investissement. Donc on a su préserver, tout en désendettant, sans augmenter les impôts, une capacité à investir. Globalement, on peut dire qu'on est dans une ville agréable à vivre et c'est ce qui fait que nous aimons y vivre et y rester. Voilà. Et puis dernière chose, moi ce que je souhaite, c'est qu'on ait une méthode ouverte là aussi. C'est un réflexe à avoir, c'est que nous partagions, nous fassions participer la population suresnoise aux choix qui sont faits. Par exemple, on l'évoquait lors de la dernière réunion sur la question de l'urbanisme. Moi, je souhaite que dans les 6 premiers mois, sans se précipiter immédiatement à faire des tas de choses, on prenne le temps de réfléchir ensemble avec les Suresnois à ce qu'est un plan de développement urbain pour la ville. Où veut-on mettre les équipements? Où veut-on mettre les entreprises? Où veut-on développer le commerce? Qu'est-ce qu'on veut faire de nos grands axes? Et ça, lancer une grande consultation de la ville parce qu'on a tout intérêt à aller chercher les idées auprès des citoyens. Donc, vraiment, faisons confiance aux citoyens. 2 thèmes ce soir. Le premier thème, l'éducation, et 2, la question de la transition écologique. Alors, qui veut prendre la parole? On a un pourcentage élevé d'élèves qui viennent de Nanterre. Près de 27% qui viennent de Nanterre. Est-ce que c'est juste? Je ne sais pas si c'est juste. Ce que je sais, c'est que ça n'est pas normal dans la mesure où nous avons, toute une population de Suresnois qui devrait avoir accès à ce lycée et qui devrait avoir envie d'y aller surtout. Et donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que comme le lycée n'a pas une super réputation, on peut se le dire, du même coup, les élèves suresnois n'y viennent pas. Et donc, du même coup, on ne remplit pas les classes, et notamment les sections générales, et qu'on n'a pas non plus à Suresnes des élèves qui se précipitent dans les sections techniques. Conclusion des courses, on est obligé d'aller chercher des élèves à l'extérieur de Suresnes. C'est bien qu'on fasse ce job d'accueillir, parce qu'il faut aussi donner des solutions à des élèves, mais on n'a pas vocation non plus à recevoir tous ces élèves qui, finalement, ne sont pas très motivés, ils arrivent fatigués, donc on a beaucoup d'absentéisme. Voilà, là, il faut qu'on redresse la barre pour rendre ce lycée désirable. Et donc, c'est là-dessus qu'on va le faire. Donc, voilà, aujourd'hui, c'est vrai que moi, je ne suis pas contre accueillir des élèves d'autres communes, mais pour autant qu'on a répondu favorablement aux Suresnois d'abord qui souhaitent aller dans ce lycée. En tout cas, c'est qu'ils aient envie d'y aller. C'est ça le vrai enjeu. Voilà. Je voudrais savoir s'il vous sera possible de pérenniser, voire de renforcer les dispositifs qui ont fait leur preuve, comme la réussite éducative, qui agit vraiment une grande proximité et avec beaucoup de réactivité auprès de nos élèves. Je voudrais savoir s'il est possible de renforcer le nombre de postes dans les CMPP. Trop d'enfants sont en attente de rééducation orthophonique, psy et autres. Je voudrais savoir s'il est possible de mettre en place des bourses de stage afin de respecter ce principe d'égalité dans les choix de stage et de parcours. Merci pour cette belle et généreuse question. Quand on commence à décrocher, si on n'est pas rattrapé très vite, c'est très long de remonter ensuite la pente. Et je pense qu'il faut qu'on renforce les moyens dès le plus jeune âge de diagnostic des enfants qui rencontrent des difficultés, soit des difficultés liées parfois à des maladies, soit à des difficultés parce qu'ils ont un environnement familial qui est difficile ou qui traverse des périodes difficiles et donc ils ne peuvent pas être accompagnés autant qu'ils le devraient. Et là, il faut vraiment qu'on renforce nos moyens. Ça, je suis totalement en ligne avec vous. C'est un bon investissement. Une inégalité de destin, comme le dit parfois le président de la République, on va la payer toute sa vie. Et au fond, elle va être payée doublement. D'abord par le gamin, devenu adulte, qui ne rattrapera pas ce retard. Et puis ensuite par la société, parce qu'au fond, elle aussi, elle va être obligée de l'accompagner, de le soutenir, parfois, malheureusement, de le sanctionner. Et vous voyez bien qu'on est vraiment dans une logique d'investissement. Donc oui, on fera tous les efforts nécessaires pour accompagner cette jeunesse dès le plus jeune âge. Il y a un sujet, et c'est l'objet de votre deuxième question, c'est l'orientation. Un jeune à 18 ans ou à 17 ans, au bord du bac, ou même avant,
il n'a aucune notion, il a très peu, sauf certains qui ont des vocations, il ne sait pas dans quoi il veut travailler. Et il manque d'informations. Et là, on a un vrai enjeu qui n'est pas simplement que la responsabilité des enseignants et des conseillers d'orientation, mais pour les stages, il y a une vraie inégalité. C'est-à-dire que quand vous avez la chance d'avoir des parents qui ont un carnet d'adresse, vous trouvez un stage. Si vous n'avez pas de carnet d'adresse, vous ne trouvez pas de stage. Et donc ça, c'est une injustice totale. Moi, je souhaite qu'on ait un salon du stage. On a beaucoup d'entreprises à Suresnes. On a 27 000 emplois. Et ça serait quand même bien le diable si on n'arrive pas à mobiliser. Ils sont prêts à le faire parce qu'on les a rencontrés, à ce qu'ils proposent et qu'ils accueillent des jeunes de Suresnes. Il faut recréer cet esprit village qui fait que quand on est une entreprise à Suresnes, on s'engage pour Suresnes. Voilà. Il y a des associations formidables qui viennent, qui sont prêtes à se mobiliser pour venir passer une journée entière, montrer leur métier et faire découvrir les métiers. Et on a aussi des artisans et des professionnels ici à Suresnes qui pourraient, je suis sûr, s'inscrire pour un grand salon de l'orientation, comme ça se fait dans un certain nombre d'écoles d'ailleurs, où les parents viennent témoigner. Et donc voilà, il faut l'organiser. Et ça, pour le coup, on peut être une autorité organisatrice de ce type d'événement, même si on ne se substituera jamais à l'éducation nationale sur le cœur des enseignements, puisque c'est sa responsabilité. Alors, y a-t-il encore des questions sur l'éducation ? Un joli sujet. J'aurais voulu revenir sur le problème de l'éducation parce que je pense que l'école est au cœur de nos vies et au cœur de Suresnes. Et je constate avec une certaine tristesse que rien n'a changé depuis 30 ans. Mais c'est vrai que le problème au niveau des collèges et du lycée est majeur. S'il n'est pas possible de trouver une solution pour remonter un collège qui permette aux parents de garder leurs enfants à Suresnes. On a perdu un peu la main sur ce sujet et il faut la reprendre. Et une fois encore, il faut profiter du fait qu'on a du côté du rectorat une rectrice qui est assez consciente du problème. Il faut monter un projet ensemble. Et une fois encore, qui part d'assez loin, qui part de la maternelle, de l'élémentaire et qui amène les élèves vers l'excellence on veut pour eux. J'ai une question qui rejoint complètement ce que dit Madame. Quelles premières mesures concrètes prioritaires à la rentrée 2020 pour le lycée Paul Langevin ? D'abord, on a un nouveau proviseur qui vient d'arriver, donc il arrive avec une nouvelle énergie. Il y a une vraie conscience, un vrai engagement, j'ai trouvé, de la part de la rectrice. Ça ne peut se faire qu'avec l'éducation nationale. Et nous, on accompagnera. Je sais que la région nous accompagnera aussi, s'il faut accompagner ça aussi par des investissements. C'est un projet collectif qu'il faut que nous montions. Voilà. Alors, je n'ai pas de mesures concrètes. Ce qui est sûr, c'est que ça tourne autour de la création de nouvelles options, de la réouverture de classes de section générale, pour rendre ce lycée plus attractif. Est-il prévu de construire des crèches et comment augmentez-vous la capacité d'accueil ? C'est effectivement une autre demande importante des nouveaux Suresnois et des Suresnois en général. On a un niveau d'équipement qui est, et je ne botte pas en touche en le disant, qui est déjà très élevé. On est une des villes qui a le plus de crèches. Je crois qu'on a 16 crèches publiques et 3 crèches privées, je pense. Voilà, on n'est pas loin d'avoir 19 à 20 crèches. Petit point de comparaison. Neuilly, 62 000 habitants. Suresnes, 49 000. Neuilly, 6 crèches. En disant ça, je ne dis pas qu'on ne va pas continuer à faire les efforts. Mais on est à un niveau déjà très élevé. Après, on va continuer à essayer de développer. Il y a la crèche, mais il y a aussi les assistantes maternelles à domicile qui font un boulot formidable. Donc voilà, on va continuer à investir dans les crèches. On en a rénové, comme vous le savez, aussi. Il y a une rénovation de la crèche d'Arac en ce moment. Voilà, donc on investit aussi dans la qualité de nos crèches. Et donc on gardera toujours un très gros volant de crèches publiques parce que, une fois encore, là aussi, on ne veut pas créer d'inégalité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas les moyens d'avoir une crèche privée parce que vous ne travaillez pas dans une grande entreprise qui en paye la moitié, concrètement, il faut que vous ayez accès à ce service. Et ça, c'est la vocation du service public que d'offrir cette possibilité et cette égalité de chance. Vous parlez d'éducation auprès des petits et des moyens, et c'est effectivement extrêmement intéressant, mais moi je vais vous parler des grands. On a réfléchi, beaucoup avec mon épouse, à une école des adultes, parce qu'on pense que c'est important de rattraper tous ces trous qu'il y a eu dans la raquette, parce que je vous jure que vous avez sur Suresnes, en face de vous, des interlocuteurs, quand vous leur parlez de paix sociale, de développement, de bobologie, de ne pas encombrer les urgences on vous regarde avec des grands yeux en me disant mais qu'est-ce qu'il me raconte ce gars-là ? Alors c'est une très bonne question que vous avez là. Parce qu'au fond, et c'est pas une condamnation des parents qui s'en sortent pas. Parfois, c'est que voilà, ils n'ont pas l'outillage ils n'ont pas non plus les conditions matérielles pour le faire, et ils sont submergés. Et on sait très bien que l'arrivée d'un enfant et a fortiori sa croissance vers l'adolescence
est un passage difficile dans les familles, parce qu'effectivement, une grande partie des difficultés qu'on a avec des jeunes qui ne sont pas encadrés, qui traînent et qui ont des comportements qui sont pas sociaux, au fond, ou sociétaux, sociables, c'est souvent lié au fait qu'ils n'ont pas été bien suivis par leurs parents et que leurs parents sont plus en capacité même de leur dire quelque chose. Et puis je pense qu'il faut, pour ces jeunes aussi, peut-être se mettre plus en phase avec ce qui existe. Je pense que le service civique, le service national, les engagements citoyens, ce sont aussi des belles opportunités pour ces jeunes, voilà, de retrouver un cadre avec d'autres jeunes pour les emmener plus loin. Pourquoi ne pas créer un collège privé ? Alors, s'agissant des collèges privés, c'est pas nous qui les créons. Ce sont des organismes, soit privés, soit... Vous voyez, par exemple, des crèches privées. Elles viennent nous voir, elles viennent avec leur projet, c'est regarder, on disant quelles sont les conditions, quelles sont les conditions de sécurité, de machin, d'encadrement, de prix aussi que vous donnez. Et donc, elles sont autorisées, ou pas d'ailleurs. Elles ont des agréments CAF. En général, voilà, c'est des agréments PMI et CAF. Pareil on a une école Montessori qui s'installe. Bon, très belle pédagogie, un peu coûteuse et inabordable. Et donc, moi, mon souhait, c'est que l'éducation nationale soit attractive aussi sur des innovations pédagogiques. Pas forcément sur le modèle de Montessori, d'ailleurs. Bienvenue à tous les gens de bonne volonté qui veulent accompagner l'éducation. Il faut aussi et prioritairement aider notre service public de l'éducation, parce que celui-ci, c'est quand même le plus accessible. Et puis, accessoirement, c'est celui que vous financez tous. Et que donc, quitte à le financer, autant qu'il soit attractif et qu'il soit à la hauteur de l'engagement des professeurs. Voilà, je vous propose peut-être que nous passions au deuxième thème. Alors, c'est notre combat, c'est le combat qu'on doit à nos enfants. Moi, ce qui me rassure beaucoup et en même temps qui me rend éco-coupable, c'est que les jeunes qui nous suivent, eux, ils ont compris. Ils ont compris que ça ne pouvait pas durer comme ça. Et ils sont en train de changer leur comportement, d'ailleurs. Et nous, on est un peu à la transition, finalement, d'un modèle. Nous, localement, on peut déjà, à la fois par nos comportements personnels, et ça, il faut avoir des idées. Donc, il faut pouvoir aussi diffuser ces idées simples. Idées simples, ici, que nous essayons d'accompagner depuis déjà quelques années, le compostage. Ça a l'air tout bête. On dit, voilà, ce truc, ça va puer, il va y avoir des mouches, puis c'est une petite contrainte et tout. Moi, je m'y suis mis un peu sur le tard. Je m'y suis mis il y a 7-8 ans. Et maintenant, je jette tous mes déchets verts dans mon composteur. Et donc, voilà, ça, c'est l'exemple type d'un petit truc. C'est pas que faire du vélo, je le dis devant le président de Cyclonade. C'est des changements de comportement. Mais pour changer ces comportements, il faut accompagner. Parce que vous ne pouvez pas faire votre composteur si on vous aide pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous fournit un composteur et puis qui vous aide à comprendre comment ça fonctionne. Voilà. Pareil pour le vélo. Aujourd'hui, on dit il faut faire du vélo. Mais bon, on fait du vélo à Suresnes d'abord. Bon, il y a le problème de la pente. Donc on essaie d'aider, on va continuer à le faire, voire à l'accroître, qui est d'aider aussi les Sirénois qui en ont besoin, pour pas que ce soit un petit effet d'aubaine, qui en ont besoin de pouvoir acheter un vélo électrique et avoir une vraie subvention. Aujourd'hui, on a une subvention qui est très élevée. On peut donner jusqu'à 500 € par vélo. Et puis, il y a une deuxième condition, c'est qu'on ne se fasse pas renverser dès qu'on prend son vélo. Bon. Et donc, on a un vrai sujet de plan cyclable, qu'il faut que nous travaillions avec les gens qui utilisent des vélos, qui ont repéré, certains y ont déjà pensé. Je fais référence à certaines associations, il n'y en a pas qu'une, mais certaines qui sont très actives. Et deux, qu'on fasse un groupe de travail avec des cyclistes pour dire où sont les points noirs, où est-ce qu'il faut qu'on traite, et comment dans la durée, parce qu'il ne faut pas le promettre de le faire du jour au lendemain, parce qu'il y a aussi une réflexion sur la voirie, qu'est-ce qu'on fait du stationnement, comment on aménage les voiries, pour qu'on puisse, par exemple, à Henri-Sellier, pour le rendre praticable aux cyclistes, et deux, le rendre urbain. Aujourd'hui, on a une autoroute. Il a été traité comme une autoroute. Ça, c'est les folies des années 70 où on s'en foutait, le tout voiture. Voilà, il fallait que les voitures circulent. Moyennant quoi, il y en a 42 000 qui descendent par là tous les jours, avec du bruit. Donc là, il faut qu'on ait un sujet, un traitement du bruit. On a fait toutes les études, donc on est armé maintenant on sait où sont les endroits. On a un plan d'action d'ailleurs contre le bruit. Il faut sans doute l'accélérer. Et deux, il faut qu'on verdisse, qu'on aménage. Et ça, il faut le faire avec des urbanistes spécialisés qui vous transforment cette autoroute en boulevard urbain. Mais voilà, on a un certain nombre d'axes sur lesquels on sait qu'on a ces sujets. Bon, je passe sur le fait qu'il faut qu'on verdisse davantage l'entrée de ville, les aménagements notamment paysagers
sont pas à l'échelle. Les arbres sont trop petits. On a l'impression d'avoir des petits buis, des petites haies de buis de bordure de jardin, alors que l'entrée est monumentale. Il faut sans doute qu'on pense des contre-allées. Il y a une contre-allée à droite. Pourquoi il n'y en aurait pas une à gauche ? C'est favorable au développement en plus des commerces, le fait d'avoir des contre-allées. Il faut qu'on réfléchisse au traitement aussi du cadran. Et il y a des possibilités d'habillage. Il faut le faire évidemment avec les copropriétaires de la truc, mais c'est un projet de longue haleine. Mais il faut qu'on rende cette entrée belle. Voilà. Il faut qu'on ait une vraie réflexion parce que c'est pas simplement la fierté d'entrer dans Suresnes, mais c'est aussi la qualité de vie de pouvoir y circuler. Et puis, il faudra qu'on réfléchisse en même temps, d'ailleurs, à comment on crée des voies de bus en site propre. Alors, tout ça doit se faire intelligemment, bien rythmé. Je pense qu'on a un vrai enjeu ici à la ville de électrifier notre parc automobile, qui est encore un parc thermique en grande partie. Il faut qu'on discute avec la RATP pour électrifier l'autobus sirénois. Aujourd'hui, j'en ai un peu discuté avec les gens de la RATP. Aujourd'hui, l'autobus, les grands autobus, il ne faut pas rêver, ce n'est pas pour tout de suite. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'entrée de Suresnes. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'en avais parlé au maire actuel à l'époque, notamment l'entrée de Suresnes qui a été massacrée, mais c'est pas de sa faute, c'était l'ancien, c'était Pontillon. Et j'avais parlé de mettre éventuellement des arbres sur le boulevard Henri Sellier. Il m'avait répondu que ça dépendait pas de la ville et que ça dépendait du département. Alors je voulais savoir si c'est toujours la même chose et si à ce moment-là vous allez voir avec le département pour qu'on fasse effectivement quelque chose sur ce boulevard. Ça mériterait de mettre des arbres, pistes cyclables. C'est vrai qu'on est très en retard de ce côté-là. Souvent je ronchonne à cause de ça. Ouais. Les vélos, je suis d'accord avec vous, on n'est pas encore équipé, mais ça fait partie de ce plan vélo qu'il faut qu'on mette en œuvre, parce que c'est pas simplement les pistes cyclables, mais c'est comment on répare. Alors, on a quelques réparateurs de vélos, des attaches à vélo, et il faut par ailleurs des garages à vélo. Alors, on a d'ailleurs un financement pour monter un garage à vélo qui devrait être monté, si je ne m'abuse, pas loin de l'hôpital Foch, c'est ça ? C'est ça. Donc on aura un garage qui ferme à clé. Voilà, pour les gens qui déposent leur vélo pour aller prendre le tram, enfin le tram ou le train d'ailleurs, en l'occurrence, le Transilien. Donc oui, vous avez raison, on manque de places de vélo. Et on manque aussi de places de moto. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'est mis à la moto, parce que comme les gens n'arrivent plus à circuler, et on ne sait plus où mettre les motos. On a un enjeu qui est de trouver des places pour les motos et les scooters. Deuxième élément, sur l'entrée de ville. Je vous confirme que c'est le département. Mais ça n'empêche pas de parler avec eux. D'abord parce qu'on les connaît un peu. Voilà, on connaît bien aussi le président, son équipe, etc. Donc on peut quand même discuter sereinement avec eux. Et deuxièmement, on peut discuter affaires et business. Parce qu'au fond, tous ces sujets, c'est toujours qui paye à la fin. En disant, voilà, comment on se répartit la charge. La région, une fois encore, on peut la solliciter aussi. Elle est plutôt bien orientée pour la ville de Suresnes. Et donc, il faut monter un projet. Vous savez qu'il y a un très gros projet qui est financé par le département, qui est la RD7, qui va donc, alors pour le coup, enfin nous donner des pistes cyclables, et y compris d'ailleurs des passages promenades le long de la Seine, avec également un projet qui est une sorte de belvédère au-dessus du parc du château qui donnera sur la Seine. Donc on va avoir un travail intéressant, très coûteux. Hein. Je pense que c'est un projet qui doit coûter des fortunes. Je n'ai pas le prix en tête, mais c'est quelque chose qui va commencer sans doute à partir de l'année prochaine. L'utilisation des transports en commun est possible uniquement s'ils sont en capacité de transporter correctement les gens. À certaines périodes de la journée, il est presque impossible d'utiliser le tram. Il arrive déjà plein à Suresnes, et ce, dans les deux sens. Qu'est-il possible de faire pour résoudre ce problème ? Alors, comme toujours, il n'y a pas la solution miracle. Bing, on a trouvé la solution. Bon. Effectivement, je confirme. Moi, je prends le tram à la station Belvédère. Il ne faut pas être pressé. Si vous avez un train à prendre à la gare de Lyon, prenez un gros risque. Surtout si vous avez un bagage. Parce que alors là, c'est mission impossible. Bon. Ils ont beaucoup augmenté les cadences. Ce n'était pas le cas il y a encore 4-5 ans, où on attendait au moins 5-6 minutes entre deux rames. Maintenant, il en tombe une toutes les 2 ou 3 minutes. Mais pour autant, ils sont arrivés à la limite de capacité. Et donc, on n'aura pas de solution sur le tram. Enfin, moi, je ne suis pas là pour raconter n'importe quoi. Peut-être que d'autres vous proposeront des tas de solutions miracles. La solution, elle est multiple. Elle est à la fois de se continuer à se battre pour obtenir le métro ligne 2. On ne lâchera pas. On ne lâchera pas parce qu'il arrivera un moment où on va bien finir par convaincre les ministres, la RATP, qu'aujourd'hui, on est la seule ville à ne pas être desservie de première couronne, pas desservie par le métro. Et que 2, ça n'est plus tenable.